Cette capsule de soutien à l'appropriation vise à vous présenter les objectifs de l'outil. Repérer pour prévenir le suicide chez les enfants de 5 à 13 ans, c'est l'affaire de tous et la manière de l'utiliser. Il s'agit d'un extrait du webinaire de lancement de l'outil qui s'est tenu sur la plateforme virtuelle de la communauté de pratique pour soutenir l'intervention auprès des enfants de 5 à 13 ans à risque suicidaire. La capsule présente d'abord la brochure avec ses 3 étapes de repérage et la section Moi lorsque je fais du repérage, puis présente les mises en situation incluses avec la brochure qui vous donne des exemples concrets pour vous aider à mieux comprendre la manière de réagir ou les actions à entreprendre. Bonne écoute! Moi, je vais vous parler un peu plus de la partie plus technique finalement de l'outil de repérage. Et Dominique vous parlera après plus de la partie pratique, concrète et de son application. Si on replace la création de cet outil, comme Catherine disait tantôt, dans le continuum finalement de la prévention du suicide, on part exactement sur les mêmes principes que le guide de prévention du suicide 5.13. Le même vocabulaire, la même conception du risque, la même conception aussi de l'intervention, de la prise en charge, de la relation aussi avec l'enfant et son entourage. Mais on essaye d'aller accéder un petit peu à l'étape précédente finalement, tout ce qui est la prise en charge d'un épisode suicidaire. Donc, pour être capable de prendre en charge cet épisode suicidaire-là, il faut être capable de le repérer correctement. Et l'idée du repérage, c'est vraiment de se dire, dans la communauté, dans les endroits où vivent les enfants, dans les endroits où vivent les familles, les adultes qui sont là sont bien placés finalement pour être capables de dire: Cet enfant-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça m'inquiète, j'agis». Donc c'est vraiment ça n'est pas de l'intervention et c'est vraiment très, très, très important de se rappeler que le repérage, ça n'est pas une intervention de crise. On n'a pas besoin d'être un professionnel de l'intervention ou même un quelqu'un qui est à l'aise avec l'intervention pour pouvoir faire du repérage adéquatement. Il faut développer simplement une capacité d'écoute et de se dire: «Je vois quelque chose et je m'en occupe d'une certaine façon, à la hauteur de mes moyens, à la hauteur de mes capacités». Puis on va regarder à quoi ça peut ressembler. Pour aider l'adulte dans ce processus-là de repérage, l'équipe a produit un petit document support. Puis encore une fois, c'est un document d'accompagnement finalement à la démarche de repérage. C'est pas une grille standardisée, c'est pas un outil mécanique, c'est vraiment quelque chose pour nous aider à nous rappeler, un aide-mémoire d'une certaine façon, pour nous aider à nous rappeler c'est quoi les étapes qu'il faut accomplir et qu'est-ce que je fais avec l'information une fois que j'ai repéré que cet enfant-là, il y avait quelque chose qui se passe. Hem, le processus de repérage, comme on l'a dit, se fait en 3 étapes clés. Donc dans le document papier qui accompagne le processus clinique de repérage, on voit tel qu'il est dessiné sur l'écran là en ce moment, on voit qu'il y a 1, 2, 3, qu'il y a comme 3 étapes différentes, on va les regarder ensemble. Puis au verso, il y a des informations complémentaires qu'on va regarder aussi. Les 3 étapes, c'est dans l'ordre: observer, assurer la sécurité, observer la situation, assurer la sécurité, de l'enfant si on est capable dans l'instant présent et surtout partager l'information avec les personnes qui pourront aller plus loin que nous dans l'accompagnement et l'intervention. Donc désolée Medjin, je suis allée trop vite, mais donc voici maintenant la première étape d'observer. Donc l'idée, c'est de se demander: qu'est-ce qu'on fait si un enfant semble en souffrance et vous pensez qu'il peut avoir des idéations suicidaires? La première chose à faire, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on voit. Et l'observation, c'est vraiment très important par rapport à notre posture dans laquelle on arrive dans l'interaction avec l'enfant. Et c'est vraiment important de partir de ce qu'on voit de l'enfant, de ce qu'on voit de la situation, plus que de partir de l'anticipation des peurs qu'on peut avoir par rapport à ce qui est en train de se passer avec cet enfant-là. Donc c'est vraiment important de coller toujours à ce qu'on observe chez l'enfant plutôt que de projeter ce que nous, on pense qui est en train de se passer avec cet enfant-là. Pour vous aider à ce repérage-là, on vous a indiqué les signes essentiels de détresse auxquels vous pouvez vous référer pour dire: «Ah tiens, il se passe quelque chose». On ne va pas tous les lire en détail, mais pour vous donner des exemples, un enfant qui dit: «Ça serait mieux si j'étais mort». On ne se pose pas de questions. Il y a quelque chose, il y a de la souffrance, il y a des idées autour de la mort.
ça fait partie des choses qu'on va intégrer. On ne se demande pas, est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut dire? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Il y a cette chose-là, qui est présente, il faut s'en occuper. Un autre exemple, un enfant qui a des changements importants dans son appétit, dans son niveau d'énergie, dans son sommeil, ça peut être aussi un indicateur qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, puis il faut creuser un petit peu pour explorer la situation avec cet enfant-là et ses proches pour comprendre ce qui est en train de se passer. Cette observation-là, elle peut être faite à l'école, elle peut être faite dans les milieux de loisirs, elle peut être faite par les parents, elle peut être faite par des membres de la famille élargie, elle peut être faite par vraiment tous les adultes qui sont autour de l'enfant. Une fois qu'on a observé qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a des signes de détresse qui sont présents chez l'enfant, il n'y a rien comme parler avec l'enfant. Il y a un mythe à défaire tout de suite, c'est celui que de parler de suicide avec des enfants risque d'augmenter le risque de leur donner l'idée de penser au suicide. Si c'est fait dans un contexte de soins et dans un contexte de c'est important pour moi de comprendre ce que tu vis de façon à ce que je sois capable de t'aider correctement, on n'aura jamais ce risque-là d'augmenter les idéations suicidaires chez une personne si on lui en parle. Il n'y a aucune donnée de recherche qui nous dit qu'avec les enfants, il se passe quoi que ce soit de cette nature-là. Donc, ne jamais hésiter à parler avec l'enfant pour bien comprendre c'est quoi qu'il ressent en ce moment par rapport aux signes de détresse qu'on a repérés. Pour ça, c'est toujours important de s'installer dans un lieu confortable, discret, là où l'enfant va se sentir à l'aise de communiquer avec vous. Puis c'est important aussi de rassurer l'enfant sur le fait que parler de ça, c'est correct et que c'est important qu'on soit capable d'en parler ensemble parce que comme ça, on va pouvoir s'en occuper correctement et agir pour améliorer son bien-être et sa situation. Ça ne veut pas dire que c'est votre responsabilité à vous de mettre en place une intervention, mais c'est votre responsabilité à vous de l'orienter vers les personnes qui vont pouvoir mettre en place cette intervention. Donc cette première étape d'observation, elle passe à travers, pour résumer, elle passe à travers des choses que vous avez vues, puis elle passe après à travers une validation finalement dans une conversation, une discussion avec l'enfant de ce que vous avez observé et de ce que lui ou elle comprend de la situation qu'elle est en train de vivre. La deuxième étape à laquelle vous allez être amené que vous allez être amené à faire, c'est qu'une fois qu'on a observé qu'il y a une situation qui est problématique en termes de présence d'idéation suicidaire ou peut-être même d'avoir pensé à un moyen ou des choses comme ça, c'est le fait d'assurer la sécurité de l'enfant dans le moment présent et dans l'immédiat. L'idée, c'est pas de dire, encore une fois, c'est la responsabilité de la personne qui fait le repérage de s'assurer qu'il y aura jamais de passage à l'acte. C'est pas du tout ça, l'idée. L'idée, c'est de se dire: «Là, maintenant, j'ai entendu cette information-là, cet enfant-là me préoccupe. Qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que quelqu'un m'aide à prendre le relais pour assurer la sécurité de cet enfant-là?» Effectuer l'évaluation complète de sa situation, puis mettre en place le plan d'intervention qui est nécessaire. On vous a donné des ressources, dans le document, qui accompagne, le processus, mais vous pouvez aussi inclure là-dedans des choses qui sont, très plus locales, plus proches de vous, comme, par exemple, s'il y a des services psychoéducatifs ou psychologiques à l'école, s'il y a une travailleuse sociale, des gens comme ça qui sont capables de vous accompagner dans la prise en charge de l'enfant. Ce sont aussi des ressources très appropriées. Ici, celles qui sont là, ce sont les ressources qui sont générales qu'on va retrouver un peu partout au Québec. Mais s'il y en a des proches de vous, ben, c'est toujours intéressant de s'en servir. Donc, la question à laquelle on cherche à répondre avec cette étape-là, c'est en ce moment, est-ce que vous craignez pour la sécurité immédiate de l'enfant ou d'une autre personne? Si l'enfant a des intentions de faire un passage à l'acte et que vous vous dites, si moi je quitte la pièce, je ne suis pas sûre que ça va bien aller pour lui, ben, si vous êtes inquiet à ce point-là, faites le 911. Si vous n'êtes pas inquiet à ce point-là, parce qu'il n'y a pas de signaux de la part de l'enfant comme quoi un passage à l'acte pourrait être imminent de sa part, ben là, c'est important d'orienter l'enfant vers des solutions, des ressources adéquates qui ne sont pas nécessairement les ressources d'urgence. Il faut toujours garder en tête que des ressources d'urgence, on doit les utiliser quand on en a vraiment, vraiment besoin et qu'elles doivent être notre dernier recours finalement, quand on n'a pas d'autres options à mettre en place avec cet enfant-là. Donc, premièrement, orienter si la sécurité immédiate est pas en danger et qu'il y a possibilité d'avoir ce temps de respiration pour agir, orienter l'enfant vers les ressources avec lesquelles vous êtes confortable et qui ont une compétence en prévention du suicide. Mais Jean, si tu veux passer à la troisième étape. La troisième étape, évidemment, c'est une fois qu'on a
repérer que quelque chose n'allait pas. Une fois qu'on a décidé du niveau d'intensité d'action qu'il faut mettre en place, la troisième étape, c'est de partager l'information qu'on a. L'idée, c'est que le repérage, il s'intègre dans un continuum de services et dans un continuum de prise en charge. Une personne qui fait du repérage, comme on l'a dit et redit, son rôle, ça n'est pas de prendre en charge la suicidalité de cet enfant-là, c'est de s'assurer que les bonnes personnes soient impliquées au bon moment pour assurer un suivi aussi avec cet enfant-là. Pour que pour que ça soit possible, eh bien, c'est important de communiquer. L'idée, c'est de s'assurer que quand on communique, aussi qu'on partage l'information qu'on a recueillie auprès de l'enfant et de son entourage, si c'était le cas, c'est qu'on communique la bonne information. Particulièrement avec des enfants, ça va être vraiment très, très important d'être très au fait des mots qui ont été utilisés, des comportements exacts qui ont eu lieu. Puisque la mémoire est une faculté qui oublie, c'est très important de noter assez rapidement les choses qu'on a vues, les choses qu'on a entendues auprès de l'enfant, de façon à être capable de pouvoir les transmettre à ceux qui vont faire l'intervention suivante. Si par exemple, vous avez repéré un enfant qui a dit, comme la phrase qu'on disait tantôt, ça serait mieux si j'étais mort, prenez en note les mots exacts que l'enfant a dit, parce qu'on pourra repartir de là en intervention pour demander à cet enfant-là, quand tu as dit que ça serait mieux si tu étais mort, c'est quoi que tu voulais dire exactement? Donc c'est vraiment important que les intervenants aient ce matériel-là pour reprendre le relais de là où vous avez pu aller et continuer l'intervention dans cette espèce de continuum cohérent qui peut renforcer aussi la confiance que l'enfant va avoir envers les personnes avec qui il parle, parce qu'il sait qu'il a été entendu dans ce qu'il disait et dans ce qu'il vivait, et non pas qu'on a plaqué une interprétation sur ses paroles. Ça vaut la peine ici aussi de noter les choses que vous avez observées dans les changements, dans les comportements, les indices que vous avez relevés, qui vous ont mis la puce à l'oreille par rapport au repérage justement de la personne, de l'enfant suicidaire. Donc c'est important de noter les signes de détresse, les mots de l'enfant, de partager ces renseignements avec les personnes qui sont identifiées dans votre milieu comme étant ceux qui vont pouvoir prendre le relais. C'est important aussi de bien documenter qui vous êtes, dans quel contexte vous avez fait ces observations, puis aussi quand est-ce que ça s'est fait. Parce que des fois, il peut y avoir une couple de jours avant qu'un un intervenant ou une intervenante professionnelle puisse parler avec l'enfant, puis c'est important de pouvoir recontextualiser l'information qui a été ramassée. Puis ce serait important aussi que la personne puisse vous reprendre contact avec vous pour valider avec vous certaines de vos observations ou votre compréhension de la situation qui s'est passée. Ça va aider l'intervenante à enrichir la sienne. Donc ça, ce sont vraiment 3 étapes très, très importantes à se rappeler. Donc, regarder ce qu'on voit, assurer la sécurité et partager l'information avec les bonnes personnes. Ces choses-là, ça paraît simple quand c'est sur papier. Quand on a en face de soi un enfant qui est en détresse, qui semble exprimer des difficultés, ça devient beaucoup plus difficile d'agir ces comportements-là si on n'a pas déjà réfléchi d'avance à qu'est-ce que ça pourrait nous faire quand on est confronté à ce genre de choses-là. Et là, on vous a mis des indications autour de 4 éléments clés qui généralement viennent influencer notre façon d'agir quand on se retrouve face à la détresse d'un enfant. Puis on les a nommés un peu comme ça. Moi, quand je repère un enfant, premièrement, je me sens inconfortable. C'est normal de se sentir inconfortable quand on fait face à la détresse d'un enfant. C'est vrai avec les enfants, c'est vrai avec les adultes, c'est vrai avec tout le monde. La détresse de quelqu'un, c'est quelque chose qui vient nous chercher et qui nous rend très inconfortables. C'est important de l'accepter, cet inconfort-là, et d'être bienveillant vis-à-vis de cet inconfort-là. Ne vous tapez pas sur la tête parce que vous vous sentez inconfortable. Ne vous dites pas: «Oh mon Dieu, je suis pas une bonne personne» ou «Je suis pas la bonne personne pour agir à ce moment-là parce que je suis pas bien dans la situation». Je suis pas bien dans la situation, c'est correct. C'est normal que je sois pas bien dans cette situation-là et j'agis quand même parce que ce qui est important pour moi en ce moment-là, c'est de m'assurer que cet enfant-là, il a les ressources dont il a besoin. Donc ça, c'est important d'accepter et de reconnaître cet inconfort. Des fois, vous pouvez avoir l'impression que vous devez agir dans l'urgence. Quand un jeune exprime des idéations suicidaires, ça vient avec souvent cet inconfort, comme on disait tantôt, puis un grand sentiment d'impuissance où on se dit: «Oh mon Dieu, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour sauver la vie de cet enfant-là». Donc on essaye d'agir très rapidement. Plus on agit rapidement, moins on observe ce qui se passe.
Et des fois, on peut prendre des décisions précipitées sur une intensité de service qui n'était pas nécessairement adaptée finalement à l'intensité du besoin de sécurité de l'enfant à ce moment-ci. Donc c'est vraiment important de toujours se dire: «Je suis stressée, ça suscite une réaction d'urgence chez moi». On respire, on baisse les épaules, on se donne le temps d'observer les choses comme il faut, de façon à assurer, à être capable de ramasser correctement l'information dont on a besoin pour prendre une bonne décision vis-à-vis du besoin de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment important. Faire de la bonne prévention du suicide, ça ne veut pas forcément dire agir dans l'urgence, ça veut dire agir adéquatement d'une certaine façon face au degré de danger dans lequel la personne qui est en face de nous est réellement. Le troisième élément sur lequel on tend on tend à observer des réactions, c'est que bien souvent, on aimerait que quelqu'un nous dise quoi faire. Toujours pour accompagner ce sentiment d'inconfort avec lequel on est, bien souvent, on aimerait ça que quelqu'un nous dise: «Bah, si tu fais ça, ça va bien aller». Sauf que ça n'existe pas. On n'est pas capable de dire: Si tu observes ce truc-là, si tu as entendu ce propos-là, alors fais ce geste-là». Les comportements humains sont complexes et donc du coup, on ne peut pas avoir une manière uniforme de réagir à toutes ces situations extrêmement complexes. Il n'existe pas un outil qui peut vous dire: «Si tu as coché toutes ces cases-là, voilà l'action que tu peux mettre en place». C'est important de pouvoir se baser à la fois sur l'information qu'on a recueillie, sur notre propre sentiment de où est-ce qu'on en est par rapport à la situation et aussi sur l'expertise et les conseils de personnes autour de nous. Là, encore une fois, ça nous rappelle que le repérage, c'est quelque chose que peut-être une personne peut être amenée à commencer, mais c'est pas quelque chose que vous ferez seul d'un bout à l'autre. Donc, c'est toujours intéressant de solliciter l'avis de ressources professionnelles pour vous aider à prendre une bonne décision si vous vous sentez insécure par rapport à la situation d'un enfant. Ils pourront vous donner des idées, des conseils, mais pas vous dire quoi faire nécessairement dans la situation. Ça arrive aussi que quand on est face à la détresse d'un enfant, on se sente très seul. Et là, je reviens là-dessus, on en a parlé un petit peu tantôt. C'est important de ne pas rester seul face à la détresse de l'enfant avec lequel on est, parce elle peut être très lourde à porter cette détresse-là et particulièrement, aucune personne n'est faite pour gérer tout seul ces choses-là. C'est très important, dès qu'on sent qu'il y a une situation de danger, de risque, d'idéation suicidaire, de détresse chez un enfant, d'impliquer des professionnels qui vont pouvoir nous aider à faire face à la situation avec l'enfant et à prendre le relais de manière sécuritaire quand il va falloir le faire. Donc c'est peut-être, en tant que personne qui fait du repérage, c'est peut-être votre rôle le plus important, d'être le relais vers des ressources qui vont être capables d'avoir une approche professionnelle vis-à-vis de la situation. Donc ça veut dire aussi, c'est que vous n'êtes jamais une sentinelle ou vous n'êtes jamais une personne qui fait du repérage seule dans un environnement. Vous êtes toujours dans un milieu dans lequel c'est important d'identifier des ressources clés qui vont pouvoir prendre le relais, soit au niveau de l'école, par exemple, soit au niveau des services de santé de première ligne dans les CIS et les SUS au CLSC ou avec les professionnels de la santé mentale. Donc la structure qu'on voulait vous proposer par rapport au repérage, elle prend cette forme-là. C'est-à-dire qu'elle se compose de 3 étapes clés qu'il faut suivre pour être capable de se doter d'un jugement clinique cohérent et aussi d'une posture finalement dans laquelle on doit réfléchir le rôle qu'on se donne et le rôle qu'on peut prendre dans ce continuum de la prévention du suicide avec les enfants. Je vais maintenant passer la parole, hem, à Caroline qui va vous expliquer, la manière dont on peut, à Dominique pardon, qui va vous expliquer la manière dont on actualise finalement, hem, des vignettes, autour de ces enjeux-là. Merci beaucoup, Excuse-moi d'avoir Cécile. me fait ton nom. Il y a aucun souci. Donc, merci beaucoup. Quel bel outil et que dire de la présentation. Donc, à mon tour d'avoir le privilège de vous présenter le fruit de cette merveilleuse collaboration. Donc, voici en primeur la bande dessinée qui accompagne la brochure sur le repérage.
C'est un outil d'un format standard, petit outil qui passe partout, facilement accessible, qui permet de démystifier et de soutenir le développement des habiletés de savoir-faire et de savoir-être auprès des adultes qui travaillent de près ou de loin avec des enfants de 5-13 ans. Que, comme Cécile le disait tantôt, qu'on soit de n'importe quel milieu, que l'on vienne d'un milieu de vie auprès d'un enfant, qu'on soit dans le milieu scolaire, en ressources communautaires, en milieu de soins de santé, il est toujours important de se rappeler que nous avons tous un rôle à jouer, selon notre niveau d'aisance, dans la prévention du suicide. Alors, dans la bande dessinée, on retrouve ici en images quelques clés d'intervention afin d'observer différents signes de détresse, différentes manières de les repérer, et ce, dans différents contextes. Les courtes situations imagées représentent des situations de la vie courante où un adulte comme, et là je vais vous donner des exemples, un intervenant communautaire, on les oublie parfois, mais les moniteurs de camp de jour l'été, un brigadier scolaire, un préposé, une secrétaire d'école, un éducateur en service de garde, pourraient être témoins des messages verbaux directs ou encore indirects qu'on peut retrouver aussi sur les réseaux sociaux ou pourraient être témoins de comportements inquiétants chez l'enfant. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme adulte? Voici donc de simples interventions à mettre en place pour assurer la sécurité de l'enfant et de trouver l'aide dont on a besoin. Donc, merci, Mijin, pour avoir passé à notre première bande dessinée, où là, il sera question d'un enfant de 6-7 ans qui a des verbalisations directes. On va aborder le questionnement d'appeler les secours ou pas. Ça va faire référence à ce que Cécile nous a dit tout à l'heure. Et on va mettre en lumière l'importance de communiquer et d'accompagner les parents de l'enfant et leur proposer des ressources. Donc, notre première mise en situation concerne un enfant qui communique directement sa détresse en nommant les mots « je veux me tuer » dans le cadre d'une activité de groupe. On entend l'adulte avoir une réponse accueillante, bienveillante pour rassurer l'enfant qu'il n'est pas seul et qu'on va lui trouver de l'aide. Donc, après avoir assuré la sécurité de l'enfant, parce que c'est toujours notre but premier, l'adulte décide de consulter l'intervenante de son milieu parce qu'elle se questionne à savoir si elle doit appeler le 911 ou pas. L'intervenante lui propose plutôt de communiquer avec les parents. Considérant, comme disait toujours, je crois que nous sommes vraiment dans la continuité, Cécile et moi. Donc, concernant ce genre de propos, c'est souvent confrontant comme adulte et ça peut provoquer un sentiment de panique chez l'adulte. Donc, il est important ici, comme on vous le disait, d'en parler à un intervenant ou à une personne ressource avant d'appeler le 911. Ce n'est pas dans toutes les circonstances que nous devons communiquer avec les premiers répondants, surtout si l'enfant est sous la surveillance d'un adulte et qu'il n'y a pas un danger imminent pour sa vie. Donc, l'enfant ici, il n'est pas en passage à l'acte. Donc, l'intervenante va discuter avec les parents et il va l'informer que l'enfant a eu des propos qu'il désirait mourir et veut se renseigner à savoir si les parents sont au courant de cette situation-là ou est-ce qu'ils ont remarqué des signes de détresse chez leur enfant dans les derniers temps. Les parents ont remarqué quelques petites choses, effectivement. Donc, à ce moment-là, l'intervenante veut les diriger vers les meilleures ressources disponibles pour eux et bien sûr, leur donner la possibilité de les accompagner vers ces ressources-là. C'est un incontournable dans de telles situations qu'on doit approcher les personnes significatives auprès de l'enfant. Donc ici, on parle de ses parents, mais ça pourrait être le tuteur ou quelqu'un de responsable auprès de cet enfant-là parce qu'il a un rôle clé à jouer. Il y a la responsabilité d'en assurer la sécurité et le bien-être. Et bien sûr, c'est souvent lui qui connaît le mieux que quiconque son enfant. Toutefois, ce qu'on peut remarquer, c'est souvent, autant comme adulte, quand on reçoit ces paroles-là, autant que lorsqu'on en informe les parents, ceux-ci peuvent se retrouver sous le choc, peuvent banaliser la situation
ou se sentent complètement démunis face à la situation. Ils ont besoin eux-mêmes d'accompagnement pour se diriger vers les bonnes ressources qui peuvent les soutenir dans un premier temps et les aider à soutenir leur enfant dans la résolution de l'épisode suicidaire. Donc, à la fin, nous avons proposé les ressources nationales dans la bande dessinée. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième bande dessinée. Est-ce qu'il y aura une petite fée clochette? Oui, voilà, merci. Donc ici, dans cette petite bande dessinée, il est question d'un élève de 9-10 ans. Il y a des comportements préoccupants, qu'un adulte témoin intervient selon son niveau d'aisance et où on illustre une situation où il n'y a pas de verbalisation. C'est un adulte de l'entourage de l'enfant qui observe une accumulation de signes qui peuvent être associés à la détresse suicidaire. Donc, on voit l'enfant et le concierge le voit comme nous actuellement. Il semble triste. Il traverse seul la rue de façon dangereuse. Le concierge qui a vu ces signes-là décide d'aller en parler à la direction de l'école et mentionne les autres moments où cet élève semble isolé, semble triste et qui semble être aussi la cible de plusieurs moqueries. C'est à ce moment que le directeur le remercie de lui en parler et qui va s'assurer qu'une ressource va s'assurer que l'élève soit aidé. Et bien sûr, l'adulte est soulagé de dire « Merci de prendre le relais parce que je ne suis pas à l'aise d'aller voir l'élève. » Donc, l'important de cette mise en situation est de démontrer l'importance du partage d'informations en toute discrétion, tout en respectant le niveau d'aisance de l'adulte qui repère. Et si l'adulte n'est pas entré en contact avec l'enfant, mais il partage ses préoccupations avec la personne ressource dans son milieu qui va pouvoir s'assurer que l'enfant reçoive l'aide dont il a besoin. Donc, d'où l'importance de compléter la section personnes ressources dans la brochure qu'a présentée Cécile tout à l'heure afin de faciliter le relais de l'information lorsque vous allez l'utiliser dans votre milieu. Vous savez, même si ce n'était qu'un seul signe que le concierge pouvait partager à la direction d'école, ce serait déjà un bon début. Il est possible que d'autres membres de l'équipe école aient partagé eux aussi leurs observations et c'est ce qui fait la force du repérage lorsqu'on travaille tous ensemble. Passons maintenant à la troisième et dernière mise en situation qui concerne une jeune de 12-13 ans qui vient se confier qu'elle a été témoin d'un signe de détresse sur les réseaux sociaux et que ça l'inquiète. Donc, elle parle de son amie Chloé qui a mis une photo d'elle en ligne et qui a écrit « Profitez-en parce que c'est bientôt fini ». L'adulte qui la reçoit la remercie de lui avoir partagé ça, qu'elle comprend son inquiétude et qu'elle va s'engager à parler à Chloé. Pour moi ici, quel beau geste de la part de la jeune qui est venue voir un adulte pour prévenir que quelque chose ne va pas. Il est important de valoriser ce geste auprès de la jeune fille et de prendre un petit moment avec elle pour s'assurer qu'elle va bien malgré la situation. On va aussi la rassurer que la situation sera prise en charge et qu'un adulte va s'occuper d'intervenir auprès de son ami. Donc, un peu plus tard, comme elle s'était engagée, l'adulte rencontre Chloé et lui dit qu'on lui a montré sa publication avec « Profitez-en parce que c'est bientôt fini ». Et elle lui demande simplement « À quoi tu penses quand tu dis ça? » La réponse de Chloé est quand même vague. « Je ne sais pas trop. Des fois, je voudrais juste que tout s'arrête. » Alors l'adulte, en toute bienveillance, lui dit qu'elle comprend et lui propose d'essayer de voir ensemble qui pourrait l'aider pour se sentir mieux. Toujours, bien sûr, selon le niveau de l'aisance de l'adulte qui a reçu la confidence, il ou elle pourrait valider le sens donné aux gestes ou aux paroles.
sans aller trop loin dans la discussion ou poser de nombreuses questions. Ici, là, on se veut rassurant. On veut encourager à trouver de l'aide et insuffler l'espoir qu'il y a toujours des solutions. Ici, la collaboration avec la professionnelle sera nécessaire pour assurer que la jeune soit prise en charge et qu'une analyse du risque soit entamée. Les informations que l'intervenante transmettra à la psychoéducatrice par le document de repérage seront précieuses pour prendre contact avec la jeune. Surtout dans les cas où la professionnelle ne connaîtrait pas déjà cet élève. Des fois, ce sera quelqu'un d'une autre ressource qui prendra le relais. Donc, d'avoir ces informations-là, c'est tout à fait précieux. Donc, ici, la dernière ressource que l'on met, eh bien, c'est le lien vers le guide de soutien à l'intervention. Voilà qui met fin à ma portion de présentation. Merci, Dominique. Merci, Madame Bardon, Madame Comtois, pour votre présentation. C'était vraiment excellent, très bien. Moi, je vais poursuivre en nommant quelques messages clés. Je vais revenir en fait sur quelques messages clés qui ont structuré la démarche, mais qui se reflètent aussi dans le contenu de la brochure et des mises en situation. D'abord, l'outil s'adresse à toute personne en contact régulier avec des enfants de 5 à 13 ans, d'où le titre « Repérer des enfants en situation de tous, c'est l'affaire, des enfants en situation de détresse suicidaire, c'est l'affaire de tous ». L'autre message clé, les actions à poser se font selon le niveau d'aisance de la personne. Agir selon le niveau d'aisance, comme l'a dit tantôt Madame Comtois et Madame Bordon, ça implique de choisir des actions, des interventions qui correspondent à ses compétences, à son niveau de confort, tout en étant conscient de ses limites. Ça peut inclure telles que l'écoute active, la communication avec la personne en détresse, être présent ou simplement le renvoi vers des ressources spécialisées, ce qui nous amène au troisième message clé. Si vous avez des doutes, fiez-vous à votre intuition et communiquez vos inquiétudes à une personne ressource. Et là, vous l'aurez compris aussi, le relais de l'information est essentiel, crucial, vital, parce que, car selon nous, ça garantit une prise en charge appropriée, coordonnée en temps opportun, c'est-à-dire au bon moment. Donc, l'outil est complémentaire à ce qui peut être développé dans vos milieux. Donc, à vous d'assurer une certaine cohérence. Et pour finir, les mises en situation sont des exemples qui soutiennent les habiletés, le savoir-faire, le savoir-être. L'idée, c'était de faciliter l'application pratique de certains concepts qui ont été abordés dans la brochure.